Bonjour, ici Stéphane Martel en direct du site historique Marguerite Bourgeois où je suis responsable de la recherche. D'abord, je tiens à remercier le président et le vice-président de la Société historique de Montréal, messieurs Mario Robert et Sylvain Lombroso, de m'avoir invité à vous entretenir d'une femme extraordinaire de l'histoire de Montréal et dont nous fêtons cette année le 400e anniversaire de naissance, et j'ai nommé Marguerite Bourgeois. Marguerite Bourgeois est reconnue comme étant la première enseignante de Montréal, la fondatrice de la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours, puis la fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame, une communauté de sœurs enseignantes d'un genre nouveau au 17e siècle. Elle a été par ailleurs canonisée par le pape Jean-Paul II en 1982. En 1653, elle quitte la France pour venir s'installer à Ville-Marie à l'invitation de Paul de Chaumédé de Maisonneuve. Les biographes de Marguerite Bourgeois au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle donnaient à Dieu tout le crédit de sa venue en Amérique. De toute éternité, il aurait tracé le chemin de cette femme destinée à venir à Montréal. Étienne Michel Fayon, par exemple, ne disait-il pas, et je cite, « Une vocation si étonnante ne peut être que l'effet d'un dessein spécial de la providence divine. » Mais n'est-ce pas là enlever à cette femme toute initiative personnelle, toute volonté d'agir sur sa propre existence et sa propre destinée? Nous n'en sommes plus là dans les explications historiques. Pourquoi Marguerite Bourgeois est-elle venue à Montréal? Le titre de ma conférence vous a peut-être paru étrange. Bien sûr, d'aucuns diront que la réponse est simple, surtout à qui se rappelle ses cours d'histoire à la petite école ou au secondaire. Elle est venue à Montréal, effectivement, pour enseigner aux enfants. Pourtant, la réalité, celle de Marguerite Bourgeois, a été beaucoup plus complexe qu'on peut le croire de prime abord. Son existence, aussi riche et fructueuse qu'elle ait pu être, ne doit pas être considérée comme une trajectoire purement linéaire. Concrètement, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de démêler les raisons qui ont fait que Marguerite Bourgeois soit venue au Canada pour enseigner. En filigrane, ce que j'espère vous faire sentir, c'est la complexité de l'existence d'un individu qui est faite de chance et d'initiatives, d'essais et d'erreurs, d'avancées, de recul, d'appréhension aussi et de doute. Je veux vous parler d'une Marguerite dans toute son humanité, une femme animée d'une foi solide, d'une détermination et d'un pragmatisme lucide tourné vers le prochain et qui a su tirer le meilleur dans les moments difficiles. D'abord, pour bien mettre en relief les raisons qui ont motivé Marguerite Bourgeois à traverser l'océan en 1653, il faut d'abord la replacer dans son contexte familial, social et économique, mais aussi religieux. C'est au sein de sa famille qu'elle a fait ses premiers pas dans la vie. C'est là qu'elle a acquis, enfant, les valeurs qui sont propres à la fratrie. Le milieu familial et le milieu socio-professionnel offrent divers potentiels et des valeurs que l'individu fait sienne ou inversement rejette. Marguerite Bourgeois naît à Troyes, dans la capitale de la Champagne, le 17 avril 1620. À l'époque où elle a vécu en France, la vie est extrêmement précaire, surtout si nous la comparons à la nôtre. Il est bon de rappeler quelques chiffres du 17e siècle. Sur 100 enfants, 25 mouraient avant l'âge de 1 an. 25 autres n'atteignaient pas leur 20e année et 25 autres mouraient entre 20 et 45 ans. Bien sûr, ce sont là des chiffres globaux, mais disons qu'en France, à l'époque de Marguerite Bourgeois, l'espérance de vie était d'environ 25 ans. N'oublions pas, Marguerite a vécu 33 ans dans sa ville natale, soit de 1620 à 1653, ce qui nous fait comprendre qu'elle a déjà dépassé l'espérance de vie moyenne d'un être humain au 17e siècle en France lorsqu'elle prend la décision de venir en Nouvelle-France. Alors, lorsqu'on dit que Marguerite vient faire l'école à Montréal, elle était déjà une femme d'âge mûr et elle avait en quelque sorte une carrière d'enseignante bien entamée. Autrement dit, elle n'amorce pas sa carrière à Montréal, mais elle la continue et d'une autre façon en y poursuivant d'autres objectifs. La Champagne, dans ce premier quart du 17e siècle, ne rayonne plus comme au temps jadis, au temps des grandes foires du 11e et du 12e siècle, ni au temps du développement du commerce et de l'industrie du textile, du tannage et de la papeterie au 14e et 15e siècle. Troyes, au 17e siècle, est une ville en déclin.
Alors que sa population frôlait les 37 000 habitants en 1551, sa population ne sera plus qu'environ 24 000 en 1649, puis 18 000 en 1695. Pourquoi? Que s'est-il passé en près d'un siècle et demi? Bien d'abord, les guerres de religion au 16e siècle qui ont divisé et ébranlé la population troyenne pendant une trentaine d'années. Les guerres de religion ont mis le pays exsangue, apportant avec elles son lot de misère, la famine et les maladies épidémiques. J'y reviendrai. Bien que la France ait été relativement épargnée de façon générale par la guerre de 30 ans, quelques années plus tard, la Champagne, elle, a été fortement touchée par le passage des troupes armées. Durant l'Ancien Régime, ces troupes étaient composées bien souvent en majorité de mercenaires qui deviennent vite des forces incontrôlables qui s'adonnent au pillage et à la violence envers les populations vulnérables. Les récoltes sont parfois perdues et les villageois trop souvent ruinés, ainsi que les propriétaires troyens qui possédaient des terres. Bien des habitants des campagnes se réfugient à Troie et ne font qu'accentuer le phénomène de la mendicité. Les routes étant peu sûres, bien c'est le commerce qui faiblit aussi. De plus, aux maux qu'entraînent les troubles politico-religieux s'ajoute le retour des épidémies et des famines. La peste ressurgit dans la région de 1584 à 1586, fauchant aveuglément petits et grands. La famine frappe fort dans les campagnes et la ville. La pression fiscale est lourde et des émeutes surgissent ici et là, en 1600, 1608, 1625 et 1626. C'est donc une situation politique, sociale et économique morose qui voit naître Marguerite Bourgeoys en 1620 et qui teintera les premières décennies de son existence. Et c'est bien parce qu'il y avait des besoins immenses à Troyes, bien des problèmes sociaux de toutes sortes, pauvreté, mendicité, que Marguerite pourra s'investir dans l'aide aux autres, comme on le verra. Pourtant, en dépit de tous ces événements dépressifs qui faisaient la vie dure aux Français contemporains de Marguerite Bourgeoys, quelque chose changeait en France au début du 17e siècle. Une sorte de mouvement de fond qui, avec le retour de la paix, d'une paix temporaire grâce à l'édit de Nantes en 1598, c'est un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur, à se diffuser ici et là. Un mouvement qui transformera profondément la France dans la première moitié du 17e siècle. C'est ce que les historiens ont appelé la Réforme catholique. Déjà depuis 2 siècles, l'idée de réformer l'Église circulait dans le royaume de France. Ici et là, voyait-on poindre quelques initiatives locales et personnelles. Les guerres de religion ont ralenti, voire stoppé bien des initiatives en mobilisant des efforts ailleurs dans une terrible violence fratricide. Avec le retour de la paix intérieure au début du 17e siècle, on souhaite reprendre, avec plus de vigueur peut-être que par le passé, la réforme de l'Église. Les catholiques veulent toujours lutter contre la diffusion du protestantisme, mais pour l'essentiel, ils cherchent à le faire autrement, moins par la violence que par la persuasion. C'est surtout à partir de 1624, au moment où le cardinal de Richelieu accède au Conseil du roi, jusqu'en 1643, que la réforme catholique s'implanta le plus vigoureusement dans le royaume. Ce mouvement de réforme se présente principalement en 2 volets. L'un, proprement contre-réformateur, s'attaque de front à la diffusion du protestantisme, surtout en tentant de reconquérir les âmes perdues. L'autre volet, davantage disciplinaire, visait la réforme du clergé et visait aussi à remodeler la piété des fidèles en extirpant des pratiques et des croyances jugées déviantes. Bien des évêques conquis aux idées de réforme cherchent d'une part à améliorer la moralité du clergé et la qualité de sa formation pastorale et théologique. De nouvelles communautés religieuses sont fondées. Les anciennes, quant à elles, se réforment parfois en profondeur en revenant à leurs règles primitives. Aussi, cette volonté d'améliorer la qualité morale et surtout intellectuelle du clergé en incite plus d'un à fonder des congrégations de prêtres spécialisées en formation cléricale qui, eux, érigent des séminaires pour former d'autres prêtres. La Champagne de l'enfance de Marguerite Bourgeoys ne sera pas en reste dans ce mouvement de réforme. En effet, les tenants d'une réforme en profondeur de l'Église trouveront en René de Brélet, un prêtre énergique qui sera nommé par Henri IV, évêque du diocèse de Troyes, en 1605. Monseigneur de Brélet s'efforcera pendant 36 ans d'inscrire son diocèse dans le mouvement général de la réforme.
Il facilitera notamment la fondation ou l'implantation d'institutions d'enseignement et d'ordre religieux sur son territoire. De plus, l'évêque encouragera les communautés anciennes de son diocèse à se réformer, comme ce fut le cas pour l'abbaye bénédictine de Notre-Dame-aux-Nonains. Comme je le disais plus avant, la réforme catholique promouvait une meilleure formation du clergé qui, de mieux en mieux instruit, s'activerait à épurer la pratique religieuse des fidèles, notamment par l'enseignement plus généralisé du catéchisme et le rejet de toute forme de pratique jugée déviante. On s'attaque alors aux superstitions et aux pratiques empreintes de magisme. On recentre encore plus la vie chrétienne autour de la paroisse, à la tête de laquelle nous trouvons un curé résident, mieux formé, mieux encadré, assisté par un personnel de vicaires plus nombreux. Troyes possédait au 17e siècle 6 paroisses dans lesquelles l'ensemble de la population catholique de la ville vivait tous les grands moments de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. Marguerite appartenait à l'une des plus importantes paroisses, la paroisse Saint-Jean, qui bénéficiait d'un clergé fort nombreux et bien actif dans le mouvement de réforme. Le clergé de cette paroisse ne lésinait pas à dépenser considérablement pour des frais de culte, pour organiser des célébrations ostentatoires et solennelles qui ponctuaient la vie des paroissiens. Ces dépenses sont d'ailleurs en augmentation au cours de la première moitié du 17e siècle. Les dévotions eucharistiques et mariales prennent alors une ampleur et une intensité inédites au cours de cette période. L'historien Nicolas Deré a inventorié pas moins de 790 messes annuelles qui se sont célébrées en l'honneur de Marie dans les lieux de culte qui parsèment la paroisse Saint-Jean où a vécu Marguerite Bourgeois. C'est dire la place de plus en plus grande que l'on donne à Marie, la Mère de Dieu, dans la vie spirituelle et dans le culte en cette première moitié du 17e siècle. On ne peut que penser que ces célébrations à saveur mariale toucheront profondément Marguerite Bourgeois. De plus, la première moitié du 17e siècle en France connaît un véritable engouement pour les missions, un véritable âge d'or. Leur développement répond à une prise de conscience des hommes d'Église de l'ignorance religieuse des populations chrétiennes, surtout dans les campagnes. Rapidement, des missionnaires réguliers, jésuites, capucins, surtout quadrillent l'espace français. Des missionnaires séculiers s'engagent aussi à leur tour dans ce mouvement. L'un des buts poursuivis par les missionnaires est de contrer l'avancée du protestantisme et de restaurer l'unanimité de la foi catholique. Ils œuvrent par la prédication et la controverse sur les fronts des missions de l'intérieur, en zone à forte concentration protestante. Les missionnaires visent également à améliorer l'encadrement religieux des fidèles dans les campagnes et ainsi pallier à l'insuffisance du clergé local. L'expansion de l'Europe à travers le monde à la fin du Moyen Âge et notamment la découverte des Amériques à la toute fin du 15e siècle qui en résultera, ont révélé la présence de populations humaines immenses qui vivaient en dehors de la révélation divine. Dans un contexte de renouveau religieux au 16e siècle, puis surtout au 17e siècle en France, il apparaissait nécessaire aux yeux des réformateurs d'encourager les missions extérieures dans les territoires nouvellement acquis. Ainsi, plusieurs ordres religieux sortent des frontières européennes pour porter la connaissance de l'Évangile aux 4 coins du monde. Bien des laïcs se sentent appelés aussi pour l'étranger, comme ce sera le cas pour les champenois Paul de Chaumédine-Maisonneuve et Jeanne Mance, 2 laïcs, qui s'investiront corps et âme pour la naissance et le développement de Montréal. Puis, bien sûr, Marguerite, comme on le sait, qui partira pour les missions du Canada en 1653. Un des chevaux de bataille de la Réforme catholique est bien entendu l'éducation de la jeunesse, qui a été sérieusement négligée durant les guerres de religion. Au début du 17e siècle, le taux d'alphabétisation en France est extrêmement bas. C'est pourquoi bien des communautés religieuses et même des laïcs se dévoueront pour la cause de l'éducation. Avant les guerres de religion, la ville de Troyes possédait un système éducatif rudimentaire composé d'écoles dirigées par un recteur ecclésiastique. Les écoles dans les paroisses permettaient d'apprendre tant aux filles qu'aux garçons les rudiments de la foi, mais aussi à lire, à écrire et même à compter. Peu d'enfants suivent ces cours, l'éducation n'étant que trop peu encouragée dans les classes populaires. Ce sont surtout les enfants de commerçants et d'hommes de loi qui en profitent et qui accèdent, pour certains d'entre eux, à la grande école où ils s'exerçaient un peu au latin, puis dans les universités, à Orléans, Paris ou à Avignon.
Or, les guerres de religion sont venues ruiner le système éducatif de la ville, aussi lacunaire et embryonnaire fut-il. Monseigneur de Brélé favorise l'éducation, notamment en encourageant la fondation d'un catéchisme dans la paroisse. D'ailleurs, Marguerite Bourgeois a profité de ce catéchisme-là dans sa paroisse, donc durant toute son enfance. L'évêque facilite aussi l'implantation de communautés dont la vocation était essentiellement éducative. Les garçons troyens jouiront de l'enseignement des oratoriens. Pour leur part, les jeunes filles ne seront pas en reste puisque les Ursulines et les religieuses de la congrégation de Notre-Dame de Troyes s'implantent également dans la ville. D'ailleurs, cette dernière communauté, les religieuses de la congrégation de Notre-Dame, jouera un rôle fondamental dans la vie de Marguerite Bourgeois. En effet, cette communauté s'installe en 1628 dans l'ancien collège de la Licorne, offrant un enseignement gratuit aux fillettes, pauvres ou riches, et œuvreront aussi aux soins des pauvres. Ces religieuses, qui ouvraient des maisons dans plusieurs provinces, souhaitaient œuvrer en dehors du cloître. Elles se virent néanmoins imposer implacablement la clôture, tant par le pape que les évêques de France. Comment alors rejoindre les filles pauvres dans les paroisses de la ville et qui ne pouvaient fréquenter leur école et ainsi répondre aux besoins immenses en éducation? Elles contournèrent cette difficulté en associant à leurs œuvres éducatives et charitables de jeunes femmes laïques qui auraient tout le loisir de parcourir les paroisses de la ville, puisque n'étant pas assujetties à la clôture. C'est au sein de cette association de jeunes femmes dévouées, appelée Congrégation externe, que Marguerite Bourgeois œuvrera pendant près de 13 années. Elle y puisera les fondements d'une pédagogie moderne et atypique, celle de Pierre Fourier, leur fondateur. J'y reviendrai. Bref, c'est dans un milieu qui a souffert des guerres de religion, aux prises avec des problèmes récurrents, les maladies épidémiques, la famine, mais aussi dans ce milieu religieux bouillonnant que Marguerite Bourgeois a vécu pendant 33 ans. Peu d'informations nous est parvenue sur la famille de Marguerite Bourgeois. Nous connaissons très peu son ascendance familiale. La reconstitution du contexte socio-économique de la famille, les alliances et la complexité du réseau familial et professionnel de ses parents demeurent lacunaires. La famille de Marguerite Bourgeois appartenait à la petite bourgeoisie artisanale troyenne. Son père, Abraham Bourgeois, est alors maître chandelier. Sa mère, Guillemette Garnier, est pour sa part issue d'une famille de marchands tisserands de toile. Abraham possède une charge honorifique à la monnaie de Troyes qui lui octroie certaines considérations publiques et surtout des privilèges fiscaux. En effet, en Champagne, les monnayers jouissaient du privilège de ne pas payer la jurée. C'est un impôt qui est sur la propriété qui est associé à la roture. Dans une société d'ordre comme l'était la France d'Ancien Régime, ces privilèges contribuaient au prestige d'Abraham pour en faire presque un noble. Bref, le métier exercé par Abraham Bourgeois, son mariage avantageux qu'il contracta avec une femme du même niveau social que lui, et enfin une charge honorifique prestigieuse ont fait de la famille Bourgeois que la famille Bourgeois était dans une situation relativement appréciable, ni vraiment riche, mais surtout pas pauvre. L'analyse de l'inventaire après décès d'Abraham Bourgeois prouve que cet homme et sa famille vivaient bourgeoisement, du moins dans les dernières années de sa vie. Au décès, il était reconnu comme marchand chandelier, alors que son fils, Édouard, s'occupait de la production à l'atelier en tant que maître chandelier. Abraham possédait quelques habits au tissu de grande qualité. Il louait du bétail et des terres aux fermiers des environs de Troyes. Il possédait un demi-arpent de terre à Saint-Benoît, dans la région de Troyes, sur lequel il avait ses propres vignes. Nous savons enfin qu'il portait l'épée, privilège associé habituellement à la noblesse. On ne connaît que trop peu de choses sur l'enfance de Marguerite. Les quelques fragments de texte de sa main qui nous sont parvenus nous permettent à peine de comprendre son caractère qui se forge dans les 20 premières années de sa vie. Ce n'est pas surprenant puisque le peu qu'elle nous révèle d'elle sert surtout à expliquer les événements qui ont amené à la naissance de sa congrégation en Nouvelle-France. Bon, bref, ce qu'on sait, c'est que comme les jeunes de son âge, elle aimait les belles parures et les choses de ce monde, que l'élégance faisait partie de son quotidien et devait sans doute être liée au rang de son père. Elle était bien légère, ce qui la faisait apprécier des filles de son âge.
Elle avait déjà des qualités, nous dit-elle, de rassembleuse, puisqu'elle réunissait autour d'elle bien des jeunes filles pour s'amuser et jouer à la communauté, comme elle le dit. Aussi, son éducation scolaire reste brumeuse. Chose certaine, Marguerite a sans doute joui d'une éducation suffisamment solide dans son enfance pour qu'elle puisse ensuite enseigner aux enfants pauvres de sa ville natale. Marguerite vient d'une région où le rôle social et économique des femmes était très important, surtout au sein des familles d'artisans et de boutiquiers, où elles œuvraient activement à la production, à la vente des produits et à la tenue des livres comptables. Habituellement, la mère assurait l'apprentissage de leurs jeunes filles aux rudiments du métier. Même si les femmes étaient considérées légalement comme d'éternelles mineures, dans la pratique, elles étaient plus souvent qu'autrement les partenaires de leur mari dans l'entreprise familiale. Il est plus que probable que Marguerite ait très tôt contribué activement à l'atelier de fabrication de chandelles. C'est peut-être là qu'elle aura aiguisé son esprit entrepreneurial et même acquis des compétences de gestionnaire, comme nous le prouve par exemple son habileté à gérer elle-même la succession des biens de son père en 1651. Or, à l'âge de 20 ans, en 1640, Marguerite, sans le savoir encore, est à un point tournant dans sa vie. Sa mère est décédée depuis 2 ans. Elle est une femme célibataire qui habite encore chez son père. Elle est scolarisée et habile pour tenir la comptabilité d'une entreprise familiale. Elle est habile de ses mains pour effectuer tous les travaux manuels nécessaires pour se débrouiller. Bref, elle ferait un excellent parti pour un homme de son statut social. Mais quelles étaient les attentes de Marguerite, ses aspirations à cette époque? Souhaitait-elle se marier? Entrer en religion? Nul ne peut malheureusement le dire. Le manque de sources historiques de première main nous empêche de comprendre davantage les aspirations personnelles et professionnelles de cette femme au tournant de sa vie en 1640. Mais chose certaine, comme vous le verrez, la période qui s'étire entre 1640 et 1652 comporte bien des incertitudes pour Marguerite, et ce n'est pas une trajectoire toute tracée, dont l'objectif serait clair et limpide. Elle est faite cette période de tâtonnement et d'essai. Marguerite explore des avenues. Elle réfléchit sur son avenir. Devant les obstacles, elle rebrousse chemin, attend, semble de patience, puis emprunte de nouvelles voies. La seule chose dont elle sera sûre, et que tous ses faits et gestes tendent à démontrer, c'est de vouloir servir son Dieu. Je vais y revenir maintenant. Donc, comme je le disais, en 1640, la vie de Marguerite prend un tournant inattendu au cours d'un de ces événements religieux collectifs dans la paroisse Saint-Jean. Marguerite nous raconte l'événement. Je la cite. En 1640, dit-elle, le dimanche du rosaire, j'allais à la procession aux Jacobins, où il y avait grand monde. Et comme le cloître ne suffisait pas, on traversa une rue et on repassa devant le portail de Notre-Dame, où il y a, au-dessus de la porte, une image de pierre. Et en jetant la vue pour la regarder, je la trouvai très belle et en même temps, je me trouvai si touché et si changé que je ne me reconnaissais plus. Marguerite s'est trouvée touchée et changée. Cet événement qu'elle couche sur le papier dans la dernière décennie de sa vie est fondamental à maints égards, surtout pour l'interprétation qu'elle en fait une cinquantaine d'années plus tard. Il suffit de dire que c'est à partir de ce moment que son existence, de son point de vue du moins, a pris une tournure différente. Elle affirme qu'elle se trouve changée intérieurement. Qu'on me comprenne bien, ce n'est pas une révélation, une vision ou même une hallucination dont elle est bénéficiaire ou victime. Elle se sent simplement touchée intérieurement. Elle se sent transformée. L'événement lui fera prendre une décision importante, celle d'orienter son existence vers une vie dédiée à Dieu et au prochain. À son retour à la maison, elle se dit toute changée, à tel point que cela paraissait à tous. Elle délaisse ses parures, ses ajustements, comme elle les appelle alors, pour ne se vêtir désormais que d'un habillement sobre et simple, sans fioritures. Pour Marguerite, l'expérience qu'elle vit en 1640 lui permet de choisir sa voie. Elle ne se marierait pas et entrerait en religion. Que choisirait-elle? Une vie contemplative et de prière? Une vie dans l'action en œuvrant en éducation, aux soins des malades ou aux soins des pauvres et des affligés? Dans tous les cas de figure,
Entrer en communauté pour une femme au 17e siècle, cela signifiait entrer dans le cloître. D'abord, Marguerite visite l'ordinaire du diocèse pour faire une confession générale et prouver la solidité de ses intentions. C'est le père Marie-Nicolas Deguerrois, grand pénitencier de la cathédrale de Troyes, qui l'écoute et l'encourage sans doute dans sa lancée. Marguerite pose une action importante. Elle adhère à la congrégation externe, cette association de jeunes femmes laïques sous l'autorité de la congrégation de Notre-Dame, dont je vous parlais plus tôt. Elle connaissait déjà ce groupe, nous disait-elle, mais elle n'avait jamais voulu s'y associer auparavant, de peur alors de passer pour une bigote. Désormais, elle n'y voit aucun inconvénient et semble même vivement intéressée par la mission éducative et caritative que ces femmes se donnent. C'est une façon pour Marguerite d'avancer dans son projet, en attendant de trouver sa véritable voie. Car en effet, la congrégation externe apparaissait avant tout pour Marguerite comme une voie temporaire, purement transitoire vers un projet de vie consacré. La vie d'un individu est ponctuée d'une profusion de rencontres. Certaines sont mineures et n'auront que peu d'impact dans une existence, mais d'autres, au contraire, joueront un rôle fondamental. La vie de Marguerite Bourgeois ne fera pas exception à cette règle. Les sources historiques mentionnent notamment 3 rencontres qui se révéleront a posteriori fondamentales pour sa vocation. La première est celle de Mère Louise de Sainte-Marie, de son nom de jeune fille Louise de Chomédé, religieuse de la congrégation de Notre-Dame, qui était directrice de la congrégation externe. Elle était également la sœur du gouverneur de Ville-Marie. Elle initiera Marguerite à une formule pédagogique toute nouvelle en ce milieu du 17e siècle et qui a été pensée et mise en place par l'un des fondateurs de la congrégation de Notre-Dame, Pierre Fourier. Marguerite aura l'occasion de l'appliquer quotidiennement à Troyes et l'apportera dans ses bagages en Nouvelle-France. Cette pédagogie, c'était une pédagogie hautement humaniste qui encourage les capacités et les forces de chacun et chacune. C'était aussi un ensemble de méthodes pédagogiques modernes et à contre-courant au 17e siècle qui respectent l'intégrité de l'individu, qui refusent autant que faire se peut d'avoir recours au châtiment corporel et qui interdit le harcèlement psychologique. Par exemple, les châtiments corporels ne devaient être utilisés qu'en dernier recours, dans des circonstances extrêmes et jamais exercés par l'enseignant. En élaborant les bases de sa pédagogie, Pierre Fourier ajoutait une portée sociale d'une grande valeur à l'enseignement académique. C'est un enseignement intégral qui vise non seulement à fournir un bagage intellectuel, mais aussi d'outiller des fillettes et des femmes pour faire face à la vie et à ses nombreux défis, en leur apprenant un métier qui leur permettra de gagner honorablement leur vie. L'enseignement religieux, qui imbibe fortement cet enseignement et qui suit les valeurs prônées par le Concile de Trente, vise à instiller les bonnes manières et à former des futures chrétiennes qui, par effet miroir, feront œuvre missionnaire au sein de leur propre famille. L'enseignement octroyé aux enfants était gratuit, c'est-à-dire la portée éducative de la congrégation de Notre-Dame de Troyes et de sa congrégation externe, lorsqu'on sait que 30 % de la population dans les villes du Royaume de France, vers 1640, était sous le seuil de la pauvreté et qui autrement ne pouvait qu'accéder difficilement, parfois jamais, à une éducation permanente, élémentaire. Éduquer les enfants, c'était, pour Pierre Fourier, une façon de les tirer de la misère endémique qui rendait hommes et femmes vulnérables et les jetait bien trop souvent dans la mendicité, le vol, la prostitution. C'est donc sous la direction de Mère Louise de Sainte-Marie que Marguerite œuvrera au sein de la congrégation externe, au contact des enfants et des familles pauvres de sa ville et de ses paroisses. Elle côtoya la misère dans sa plus simple expression. Elle développera sa capacité, qui lui deviendra naturelle, de s'approcher des gens ordinaires, d'être empathique devant leurs souffrances et leurs besoins, et surtout, de tenter d'apporter des solutions constructives et durables. Un peu avant 1647, Marguerite sera nommée préfète de la congrégation externe. D'ailleurs, c'est sous son rôle en tant que préfète et sous la direction de Mère Louise de Chomédé que la congrégation externe a connu une expansion sans précédent, passant d'une trentaine de jeunes femmes seulement à près de 400 membres.
Marguerite aura la responsabilité de coordonner en tant que préfète le travail éducatif de dizaines, voire de centaines de femmes à travers la ville de Troyes et ses environs. La seconde rencontre qui sera déterminante sera celle d'Antoine Gendret, qui sera son directeur de conscience et qui la guidera dans sa vie spirituelle pendant 13 années. De cet homme d'Église, malheureusement, nous ne connaissons presque rien. Nous savons qu'il occupa la fonction d'aumônier au Carmel de Notre-Dame de Pitié dans le faubourg Croncel, puis sera le directeur spirituel des femmes qui travailleront pour la congrégation externe. Marguerite trouvera chez cet abbé un conseiller méticuleux, empathique, ouvert d'esprit, un véritable guide qui l'aidera à cheminer tout en respectant sa personnalité. L'un des premiers conseils de M. Gendret envers Marguerite est de lui conseiller d'entrer chez les Carmélites, communauté de prière qui jouissait à l'époque d'une excellente réputation à Troyes. Abraham Bourgeois s'efforcera alors de doter suffisamment sa fille pour son entrée dans cette communauté. Malgré tout, Marguerite sera refusée, et elle en sera très déçue d'ailleurs. Elle tentera alors d'entrer dans d'autres communautés de la ville. Mais toutes ces tentatives ne réussissent pas. Avait-elle essuyé de nouveaux refus? N'était-ce pas plutôt que ces communautés ne répondaient pas vraiment à ses aspirations? Peut-être un peu des deux? On sait trop. Mais rien ne semble fonctionner pour la vie consacrée. Malgré les refus ou les insuccès, Marguerite continue malgré tout à œuvrer au sein de la congrégation externe et d'enseigner aux enfants des quartiers défavorisés. Donc, après les refus, Marguerite prend un certain recul. Nous sommes en 1643 maintenant, et elle n'a toujours pas pu prononcer ses vœux dans une communauté religieuse. Qu'à cela ne tienne, elle réussit à convaincre son directeur spirituel de lui permettre de faire des vœux privés tout en demeurant laïque. Elle fait d'abord le vœu de chasteté le 21 décembre. Elle a 23 ans. Puis, un peu plus tard, elle prononça un vœu de pauvreté. Les vœux privés, ou aussi appelés vœux simples, n'avaient pas force de loi selon le droit canonique. Toutefois, les individus qui s'y soumettaient s'engageaient plus avant dans un mode de vie de prière qui les rapprochait de la vie religieuse. C'est d'ailleurs à partir de ce moment, alors que Marguerite travaillait toujours à la congrégation externe, qu'elle et son directeur spirituel amorcent sérieusement une réflexion sur une façon inédite et inhabituelle de vivre en communauté. Les vœux de chasteté et de pauvreté prononcés par Marguerite Bourgeois sont un signal fort de son désir d'engagement. M. Gendret, de son côté, observe attentivement sa dirigée, qui cherche une voie, sa voie, mais une voie qui ne semble pas cadrer facilement avec ce que l'Église de la deuxième moitié du XVIIe siècle en France peut lui offrir. Il jongle avec une idée depuis probablement longtemps, mais qu'il peut maintenant consolider, et qu'il partage d'ailleurs à sa protégée. Marguerite en parle en ces termes, je la cite. « Monsieur Gendret me dit un jour que notre Seigneur avait laissé 3 états de filles pour suivre et servir l'Église, que celui de Sainte-Madeleine était rempli par les carmélites et autres recluses, et celui de Sainte-Marthe par les religieuses cloîtrées qui servent le prochain. Mais celui de la vie voyagère de la Sainte Vierge, et qu'il fallait l'honorer, ne l'était pas, et que sans voile ni guimpe, l'on serait vraiment religieux. Le projet est audacieux, très audacieux. M. Gendret propose carrément à Marguerite une façon originale pour le XVIIe siècle de vivre sa voie et de s'engager en communauté, c'est-à-dire constituer une communauté de femmes non cloîtrées, entièrement libres de sortir et d'aller librement là où les besoins étaient. Antoine Gendret et Marguerite Bourgeois n'étaient pas les premiers à rêver d'un tel projet, mais dans la France du XVIIe siècle, aucun projet n'avait abouti encore. Bien plus que de vivre comme des religieuses dans le monde, ce projet véhiculait en fait une toute nouvelle spiritualité qui trouvait son inspiration dans l'action apostolique des femmes dans l'Église primitive. En parlant de vivre la vie voyagère de Marie, la mère de Jésus, Gendret et Marguerite Bourgeois proposent un mode de vie porté sur l'action en dehors du cloître, d'une clôture qui autrement les couperait inévitablement du monde et donc des gens envers qui elle voulait se mettre au service. Pourtant, dans l'esprit de la plupart des théologiens au XVIIe siècle, et ce depuis probablement le concile de Nicée en 325,
La Vierge Marie était surtout perçue comme la cloîtrée par excellence, l'idéal de la Vierge consacrée, toujours en prière, enfermée dans sa demeure. La vision qu'Antoine Gendret et Marguerite réactualisaient, c'était une vision de Marie antérieure au concile de Nicée. La mère de Jésus était présentée dans l'Évangile attribué à Luc et dans les Actes des Apôtres comme l'image d'une femme qui se déplace, qui visite sa cousine Élisabeth, qui se rend au temple, qui était parmi les apôtres, accompagnée de d'autres femmes lors de l'épisode de la Pentecôte. Marguerite indiquait à ce sujet, la Sainte Vierge n'a jamais été cloîtrée. Elle a bien été retirée dans sa solitude intérieure, mais elle ne s'est jamais exemptée d'aucun voyage où il y eut quelques biens à faire ou quelques œuvres de charité à exercer. Autre point très original qui ressort du projet élaboré par Gendret et Marguerite, celui de la gratuité pour adhérer à la communauté. En effet, il ne serait pas nécessaire pour la postulante d'amasser la traditionnelle dot. La communauté devait se suffire à elle-même par le travail quotidien de ses propres membres. L'entrée en religion devenait donc davantage accessible aux plus démunis de la société. Une fois que le projet paraissait bien arrêté, M. Gendret rédige, avec le concours du théologal de Troyes, les règles de la nouvelle communauté. Pour donner du poids à ce projet, il réussit même à obtenir l'approbation de la Sorbonne. De son côté, Marguerite, elle, doit juridiquement s'émanciper de l'autorité de son père, requête à laquelle ce dernier consent. Marguerite peut alors quitter le foyer familial et partir vivre avec deux autres aspirantes que lui aurait recommandé M. Gendret. Les trois femmes s'installent dans un appartement situé à l'hôtel du Chaudron, situé près de la cathédrale et loué par Mme Jacqueline de Chevilly, qui était une autre sœur de Paul de Chaumédé de Maisonneuve. Or, il ne fut pas long pour que Marguerite reçoive une nouvelle déconfiture dans son projet. L'expérience de la communauté naissante ne dure guère, car une des aspirantes meurt, puis l'autre préfère se marier. Bon, Marguerite se retrouve seule et devait revenir donc au logis familial, ce qui lui a donné l'occasion d'ailleurs de s'occuper de son père qui désormais était malade. Et ce dernier va mourir au mois d'octobre 1651. Marguerite continue toujours d'œuvrer à la congrégation externe. Même après le décès de son père, elle n'a pas abandonné l'idée de fonder une communauté. C'est du moins ce que l'analyse attentive de l'inventaire après décès de son père laisse suggérer. En effet, le choix des biens familiaux qu'elle acquiert sont des biens qui pourraient être utiles pour une petite communauté qui se voulait autosuffisante. Outre un crucifix et un tableau en bois, Marguerite acquiert une grande quantité de tissus, de rubans, de bobines de fil, de la laine, de la futaine et de la soie de plusieurs couleurs. Marguerite a également pris sur son compte les vaches et les brebis que son père louait à des particuliers, ce qui pouvait fournir un revenu d'appoint non négligeable à une éventuelle communauté. D'ailleurs, après le décès de son père, Marguerite retourna vivre dans l'appartement loué par Madame de Chevilly, peut-être dans l'espoir de voir un jour renaître son projet de communauté, en s'associant de nouvelles compagnes. Donc, on voit que son projet, elle l'a toujours en tête. Donc, au décès de son père en 1651, il n'est toujours pas question de venir à Montréal. Or, quelques mois plus tard, en 1652, une troisième rencontre viendra chambouler les projets de Marguerite, celle de Paul de Chaumédé de Maisonneuve. Le gouverneur de la petite colonie de Ville-Marie est en France à cette époque afin de réunir une recrue qui apporterait un second souffle à la colonie, malmenée dans cette période de guerre iroquoise et qui se trouvait au bord du gouffre. Paul de Chaumédé profite de ce voyage pour aller visiter ses deux sœurs, Jacqueline à Neuville-sur-Vanne et Louise au couvent de Troyes. Cette dernière et quelques autres membres de sa communauté espéraient depuis très longtemps d'aller fonder à Ville-Marie une première maison pour évangéliser, à l'instar des Ursulines à Québec, donc évangéliser les enfants des Premières Nations. Mais elles furent toujours déçues dans leur désir et ce fut encore le cas en 1652, car Maisonneuve n'avait besoin que d'une enseignante et qu'il était trop tôt encore pour recevoir et entretenir une communauté religieuse. C'est pourquoi Louise de Chaumédé proposa à son frère le nom de Marguerite Bourgeois. Quelques jours plus tard, cette dernière rencontra le militaire au parloir de la communauté, qui lui offre de l'accompagner en Nouvelle-France. Marguerite, comme ses contemporains,
a sans doute entendu parler des missions en Nouvelle-France. A-t-elle déjà manifesté un intérêt pour les missions? Ses écrits nous laissent croire qu'elle n'avait probablement jamais envisagé une telle option dans sa vie. Toutefois, l'offre que lui faisait Maisonneuve éveille chez elle un intérêt suffisamment, du moins pour qu'elle en parle à son directeur spirituel, M. Gendret. Elle lui fit part de ses hésitations, de ses doutes. En effet, quitter la France pour rejoindre un poste avancé en plein cœur du continent américain signifiait peut-être la fin de son projet de fonder une communauté de femmes honorant la Vierge Marie. Gendret, de son côté, regardait les choses autrement. Il voyait au contraire une opportunité que Marguerite devait impérativement saisir. Cette dernière nous explique, je cite, « M. Gendret me dit que ce que Dieu n'avait pas voulu à Troyes, il le voudrait peut-être à Montréal. Je lui dis qu'étant seul, ce n'était pas une communauté. Il me fit réponse que mon bon ange, le sien et moi, nous serions 3. » Malgré son intérêt pour ce nouveau projet, Marguerite doute. Elle cherche des arguments. Mais M. Gendret demeure convaincu et il lui conseille de quelques jours de réflexion. Marguerite prend finalement la décision de quitter sa famille, puis la congrégation externe pour aller au Canada. Donc, au printemps 1653, elle quitte Troyes avec son petit bagage accompagnée de la sœur de Maisonneuve, Jacqueline. À Paris, Marguerite logera chez Mademoiselle de Belleville, qui était la cousine de Jeanne Mance. Le frère de Mademoiselle de Belleville, qui était le provincial des Carmes à Paris, était présent lors du passage de Marguerite, et il fait à cette dernière une offre en or. Il lui offre soudainement la possibilité de devenir carmélite. Malgré cette opportunité soudaine, Marguerite déclinera l'offre. Elle poursuit sa route jusqu'à Nantes. Quelques jours avant l'embarquement, parce que de longs mois en mer l'attendait, elle fait ses devoirs chrétiens en allant se confesser chez les Carmes. Et là, dit-elle, on me fait scrupule de n'être pas carmélite. On fait également reproche à Maisonneuve d'attirer une femme en Nouvelle-France, ce qui peine beaucoup Marguerite Bourgeois. Elle se trouve tout d'un coup devant un dilemme. Elle doute à nouveau. Ce dilemme, ça semble engager sa conscience. Ça la fait douter du bien fondé d'aller à Montréal. Un peu de perspective est donc nécessaire ici pour bien comprendre le déchirement et les doutes qui doivent assaillir Marguerite à cette étape, juste avant de prendre la mer. On lui offre désormais sur un plateau d'argent l'entrée au Carmel, ce qu'elle avait elle-même souhaité à partir de 1640. Cela signifiait entrer dans une communauté religieuse solide, jouissant d'une excellente réputation, avec laquelle Marguerite sent qu'elle a des affinités spirituelles. Marguerite s'assurerait ainsi une sécurité physique, un toit, des repas, tout en réalisant un projet de vie axé sur le don de soi pour Dieu. Mais à l'inverse, ce choix impliquait de faire une croix sur son projet de fonder une communauté d'un type nouveau qui pourrait répondre à des besoins nombreux dans la société. Le second choix, celui de quitter la France, n'offrait que l'incertitude pour Marguerite. Elle devait bien connaître les risques en mer. Mort par maladie, malnutrition, naufrage, piraterie, elle savait que le retour en France en cas d'échec n'était peut-être pas envisageable avant plusieurs années, voire jamais. Quitter la France signifiait également pour elle se couper des solidarités familiales et professionnelles qui, dans la France d'Ancien Régime, étaient fondamentales à la survie des individus. Qu'elle allait partir seule dans un autre monde où tout manquait, où les conditions de vie étaient précaires, en pleine guerre iroquoise, et tout ça en sachant pertinemment bien qu'elle ne pourrait peut-être jamais fonder une communauté comme elle le souhaitait depuis longtemps. Marguerite, triste, sous l'emprise du doute, va prier à la chapelle du couvent des Capucins, à Nantes. C'est dans la prière et la méditation, devant le Saint-Sacrement exposé sur l'autel, que Marguerite, finalement, se sent apaisée et prend une décision cruciale et audacieuse. Elle choisit littéralement de sauter dans l'inconnu en quittant la France. Ceci nous révèle un trait de caractère très fort et souvent présent chez Marguerite, celui de la détermination et du pragmatisme. Mais cet esprit fonceur n'est pas témérité. Marguerite juge et mûrit toujours en amont pour chaque action et chaque décision qu'elle prend. Cette femme a connu le doute et les remises en question toute sa vie.
Ce sentiment de doute qui parfois l'assaille fortement la porte à évaluer les risques et à prendre des décisions éclairées. Elle a donc choisi de tout quitter. Sa gageure, c'est que la vie précaire de la colonie, où il y avait tant de besoins, fournirait peut-être un milieu favorable où certains projets inédits pouvaient prendre racine, compte tenu des besoins immenses et multiples. Et on sait, nous, qu'elle a remporté sa gageure. Quand elle arrive à Montréal au mois de novembre 1653, après une pénible traversée, Marguerite n'a pas de projet bien concret encore dans sa besace. Elle n'arrive donc pas en Nouvelle-France avec la mission de fonder une communauté. Il s'agit tout au plus d'un simple projet dans sa tête, encore à l'état embryonnaire, une espérance. Pourtant, elle arrive avec une pédagogie moderne qu'elle a acquise d'un des grands penseurs de la Réforme catholique, une spiritualité également axée sur l'action concrète, sur des valeurs d'entraide, l'aide au prochain. Elle est lucide et voit plus loin que le bout de son nez. Elle vient faire l'école, mais elle se rendit compte en arrivant qu'il n'y avait même pas suffisamment d'enfants pour y tenir une école. Pourtant, forte de ses expériences passées, elle ne se décourage pas. Bien au contraire, elle se retrousse les manches, répondant aux besoins des gens. Elle tient la maison du gouverneur, elle enseigne ici et là, dans les quelques familles de Ville-Marie, les quelques rudiments scolaires nécessaires, comme elle le faisait déjà si bien dans les quartiers pauvres à Troyes. Marguerite a su être patiente, l'esprit et l'œil ouverts aux différents besoins, en se faisant toute à tous. Elle fonde une chapelle de pèlerinage en 1655, 2 ans seulement après son arrivée, pour remplacer le site de pèlerinage de la Croix du Mont-Royal, qui était beaucoup trop dangereux pour les colons en ces temps belliqueux. En 1658, 5 ans après son arrivée, l'espoir semble naître pour Marguerite. Il y a suffisamment d'enfants en âge scolaire à Ville-Marie pour y faire l'école. Monsieur de Maisonneuve, toujours sensible aux besoins de Marguerite, lui fait don d'une étable abandonnée pour qu'elle y aménage une école. Fidèle à la pédagogie de Pierre Fourier, qui vise la responsabilisation des enfants pour qu'ils soient eux-mêmes les facteurs de leur propre développement, Marguerite demande aux futurs élèves de participer au nettoyage et à l'aménagement de leur propre école. Celle-ci ouvrira le 30 avril 1658, mais déjà, Marguerite entrevoyait les besoins à venir et dont elle ne pourrait répondre seule. C'est pourquoi elle retourne en France pour y recruter des compagnes qui l'aideront dans l'enseignement. Annie Hugh, Catherine Crollo, Marie Raisin et Edmé Châtel se joindront à elle. C'est à bord du Saint-André, à La Rochelle, en 1659, que les 5 femmes réunies eurent l'impression de désormais former le noyau primaire d'une nouvelle communauté. La congrégation de Notre-Dame venait de naître. Il est maintenant temps de conclure. Lorsque nous analysons le parcours personnel et professionnel de Marguerite Bourgeoys à Troyes entre 1640 et 1653, force nous est de constater que le projet de venir enseigner à Montréal était hautement improbable. En fait, le dessein de rejoindre la colonie laurentienne pour venir y enseigner n'apparaît que tardivement chez Marguerite en 1652. Sa décision s'est prise en l'espace de quelques jours seulement, à la suite de la proposition que lui fait M. de Maisonneuve. Mais cette décision ne s'est pas faite sur un coup de tête. Elle a été mûrement réfléchie et il y a tout un contexte derrière. Elle traverse l'Atlantique pour des raisons qui relèvent à la fois d'un contexte social et religieux propice aux missions d'outre-mer, mais aussi en raison d'un contexte tout à fait personnel à Marguerite, alors qu'aucun projet répond pleinement à ses besoins et ses idéaux. La proposition de Maisonneuve trouvait alors en Marguerite une oreille favorable et attentive. Elle vient au Canada parce qu'elle est d'abord et avant tout un agent de la Réforme catholique, conquise, consciemment ou non, à des valeurs et des idéaux d'évangélisation, que ce soit à l'intérieur de la France comme à l'extérieur en territoire étranger. Elle a acquis des idéaux qu'elle a intériorisés et qu'elle a su mettre en action dans sa vie professionnelle d'enseignante. Elle vient au Canada parce qu'elle souhaite donner sa vie pour son Dieu et qu'aucune communauté religieuse à Troyes ne l'a acceptée ou encore n'a pu répondre à ses aspirations. Elle vient au Canada parce qu'elle ne trouve pas en France l'occasion, les appuis suffisants ou une société prête pour son désir de vivre sa foi autrement.
une façon de vivre sa foi à contre-courant de la volonté des autorités religieuses de l'Église qui était, au contraire, de renforcer le respect de la clôture pour les communautés féminines. Enfin, elle vient au Canada parce que la vie coloniale, où tout était à construire, une vie précaire, dure, mais riche en possibles, pourrait peut-être lui offrir les possibilités de mettre sur pied une communauté de femmes non cloîtrées. Même le premier évêque de Québec, François de Laval, qui ne voyait guère d'un bon œil le caractère non cloîtré de cette communauté féminine, n'aura pu se résoudre à les forcer à vivre derrière la clôture. Elle répondait à divers besoins et elle n'était à charge de quiconque. C'est donc la somme de ces éléments que je viens de nommer qui, aux yeux de l'historien, permet de comprendre les raisons pour lesquelles Marguerite choisit l'audace et l'inconnu plutôt que la certitude. La vie voyagère de la Vierge Marie constituait pour elle un modèle de vie et un moteur d'action. Elle était munie d'un bagage expérientiel déjà fort garni et d'une pédagogie moderne dont elle a pu faire ressortir le meilleur dans un contexte colonial. Mais Marguerite avait aussi ses faiblesses. Elle était humaine après tout. Elle doute souvent d'elle, de ses propres décisions, même celles les plus mûrement réfléchies. La critique occasionnelle qu'elle essuiera de certaines de ses compagnes face à ses décisions, parfois difficiles à prendre, la toucheront particulièrement, la blesseront parfois, semant le doute dans son esprit. Le doute l'habitera toujours, comme l'attestent ses écrits, à tel point qu'elle connaîtra au crépuscule de sa vie une véritable nuit spirituelle. Pourtant, le doute n'aura jamais été un frein pour elle. Au contraire, ce sont dans les difficultés et le doute qu'elle puisera l'énergie et la volonté d'avancer, d'agir avec pragmatisme et de réussir à apporter des solutions à divers besoins. Comme le disait dans une belle formule le biographe de Maître Écart, Jean Bédard, et qui s'applique à merveille à Marguerite Bourgeois, le doute égalise les possibles. Il nous ramène à l'indéterminé, comme si de nouveaux commencements surgissaient sans cesse. Merci de votre écoute.